Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, quoi qu'il en soit. Donc, avant de commencer, comme la semaine prochaine, c'est le samedi, ce sera la veille de l'Aïd ou l'avant-veille. Même si normalement c'est censé être en présentiel, je sais que certains d'entre vous vont me dire, Madame, est-ce qu'on ne peut pas le faire à distance parce qu'il y en a qui seront dans leur ville d'origine ou je ne sais pas quoi. Donc, sachez de base que samedi prochain, on le fera à distance, mais que le samedi d'après, on le fera en présentiel. Et c'est que donc le samedi d'après, vous aurez aussi un terreau. Juste pour que vous sachiez. Donc, ça, c'est dit. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est les fonctions de hachage. Une fonction de hachage, c'est une fonction qui va prendre en entrée une chaîne de caractères qui va être d'une longueur quelconque. Elle peut être petite, elle peut être très grande, et qui va produire un résultat de taille fixe qu'on appelle une empreinte, un hash, un digeste. Il y a plusieurs noms possibles pour ce résultat-là. Pour que ce procédé soit sûr, il doit être impossible de construire deux messages différents qui conduisent à la même valeur de hachage. Les fonctions de hachage, ou qu'on appelle aussi fonctions de condensation parfois, sont des fonctions qui permettent d'obtenir un condensé ou un résumé de message ou un hash ou une empreinte. Donc, cette fonction va permettre d'associer une valeur de taille fixe à toute valeur de taille variable. Donc, ces fonctions-là vont être utilisées comme des générateurs cryptographiques pseudo-aléatoires pour produire plusieurs clés à partir d'une clé unique partagée. Ces fonctions sont unidirectionnelles, ça veut dire qu'on peut aller elles ne peuvent être que dans un sens. On peut calculer f de x, mais on ne peut pas calculer l'inverse de donc f-1 de y. Il n'existe pas. Donc, donc, c'est ce qui va garantir que même si un attaquant découvre une valeur, il ne pourra pas découvrir d'autres. Ça veut dire si un attaquant arrive à découvrir X pour un Y en faisant avec certaines attaques, il ne pourra pas découvrir d'autres valeurs par rapport à un résultat de H. Donc, définition mathématique, ce serait quoi? C'est une fonction à sens unique qui a les propriétés suivantes. Pour un message arbitraire M et un H qui est le condensat, on va avoir le résultat de la fonction de hachage H de M va nous donner H. Et donc, étant donné M, on peut facilement calculer le H. Étant donné H, il est difficile de calculer M. Et étant donné M, il est difficile de trouver un autre message M' tel que H de M est égal à H de M'. Alors, si on trouve deux messages qui vont avoir H de M est égal à H de M', on va tomber sur ce qu'on appelle une collision. On va en parler un peu plus en détail dans la suite. Donc, une fonction de hachage cryptographique va prendre en entrée une taille de données arbitraire et renvoie une valeur donc une valeur qu'on appelle une empreinte ou un hash qui va avoir une taille fixe. Selon l'algorithme de hachage utilisé, on va avoir des tailles différentes. Pour MD5, par exemple, c'est une taille de 128 bits. Pour SHA-1, ça va être une taille de 160 bits. Il est difficile de trouver des collisions. Donc, ce que je viens de dire, c'est deux données ayant la même empreinte. Et il est calculatoirement impossible de trouver un antécédent par la fonction. Donc, on ne peut pas trouver l'inverse de la fonction de hachage, tout simplement. Donc, une fonction de hachage fait correspondre une entrée M de longueur quelconque à un résultat de taille fixe, comprise entre 128 bits et 512 bits, selon l'algorithme de hachage qui est utilisé. La propriété la plus simple de c'est l'unidirectionnalité. Et si on a X, on ne peut pas. Si on a la valeur
de hachage, on ne peut pas retrouver le message d'origine. Et aussi, on ne devrait pas pouvoir trouver de collision. Donc, on ne devrait pas pouvoir trouver deux messages différents tels que les hash de ces deux messages sont égaux. Donc, il existe très peu de fonctions de hachage qui soient bonnes. SHA et MD5 sont des exemples de fonctions de hachage. Presque toutes les fonctions de hachage réelles sont des fonctions de hachage itératives. Pourquoi elles sont itératives? Parce que, en fait, comme on a des messages en entrée qui ont une taille quelconque, on va découper ces messages en entrée en des tailles de blocs fixes. Et ensuite, pour chaque bloc, quand on va commencer avec le calcul pour le premier bloc, le résultat du calcul du premier bloc, pour la première itération, on va faire une opération avec le deuxième bloc pour pouvoir continuer à calculer. Et ainsi de suite jusqu'à terminer tous les blocs du message dont on veut calculer le hash. Et la valeur finale, donc c'est la valeur de la fonction de hachage pour l'avant-dernier hash, donc celui de l'avant-dernier bloc, avec le dernier bloc du message. Donc, une telle conception itérative va avoir plusieurs avantages. Il est facile à spécifier, à implémenter, contrairement à si on devait utiliser une fonction qui manipule directement des entrées de longueur variable. Cette structure va permettre de commencer à calculer la valeur de hachage d'un message dès que l'on reçoit la première partie de ce dernier. Donc, si on devait prendre tout le message de départ pour faire le calcul du hash, on devrait attendre que tout le message soit arrivé pour pouvoir commencer le calcul. Sauf que comme on le fait par bloc, on peut commencer le calcul à partir de l'arrivée du premier bloc. Dès qu'on reçoit le premier bloc, on va pouvoir commencer le calcul de la fonction de hachage du résultat pour, au final, ne pas trop tarder par la suite. MD5, donc on va voir deux algorithmes de hachage, l'algorithme de hachage MD5 et l'algorithme de hachage SHA1, je pense, normalement. Donc, MD5 est une fonction de hachage de 128 bits qui a été développée par Ron Rivest. Si vous vous rappelez, Ron Rivest, c'est l'un des scientifiques qui a développé aussi RSA. C'est le R de RSA. La première étape de traitement de MD5 va consister à découper le message en blocs de 512 bits. Le dernier bloc est complété et la longueur du message est également incluse. Donc, MD5 a un état de 128 bits qui est découpé en 4 mots de 32 bits chacun. La fonction de compression H' a 4 étapes. Et dans chacune, le bloc de message et l'état sont mélangés. Et le mélange combine les opérations d'addition, XOR et logique ou logique, et de rotation sur les mots de 32 bits. Donc, chaque étape mélange le bloc de message entier avec l'état. Et ainsi, chaque mot du message est en fait utilisé 4 fois. À la fin des 4 étapes de la fonction H', l'état d'entrée et le résultat sont ajoutés pour produire la sortie H'. On va voir ça plus en détail dans un schéma. Donc, en fait, la première chose qui va se passer, c'est on va diviser le message en blocs de 512 bits. Ensuite, pour chaque bloc de 512 bits, on le divise en 16 sous-blocs, qui veut dire 32 bits pour chaque sous-bloc. La sortie de l'algorithme est un ensemble de 4 blocs de 32 bits. Pour MD5, on va manipuler aussi 4 variables de 32 bits, A, B, C et D, qui vont avoir les valeurs suivantes. Donc, A, c'est en hexadécimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B, c'est 8, 9, AB, CD, E, F. C, c'est F, E, D, C, B, A, 9, 8. Et D, c'est 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, si vous remarquez, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 jusqu'à F. Ensuite, de F jusqu'à 0 en sens inverse, grosso modo. La boucle principale du programme va contenir 4 rondes. Chaque ronde consiste en 16 exécutions d'une opération et chaque opération calcule une fonction non linéaire de 3 variables parmi 4, A, B, C et D. Ensuite, elle ajoute au résultat la 4e variable. Ce nouveau résultat est ensuite décalé circulairement vers la gauche d'un nombre de variables de bits qui va dépendre en fait de où est-ce qu'on est dans les rondes, etc. Et ensuite, on ajoute à l'une des variables, ajouter à l'une des variables A, B, C et D. Et enfin, ce dernier résultat est placé dans les variables A, B, C et D. On a 3 fonctions non linéaires, une pour chaque ronde. On a f de B, C, D qui va être égal à B et C ou non B et D. G de B, C, D qui va être égal à B et D ou C et non D. Ensuite, on a H de BCD qui va être à B XOR C XOR D. Et on aura la dernière fonction IBCD qui va être C XOR B ou non D. Alors tout ça, bien sûr, le et, le ou et le XOR et le non, on parle de et logique ou logique, etc. Chose que vous avez dû faire auparavant durant les années précédentes. Vous avez dû les voir. Donc, si on voit l'algorithme général, pour chaque bloc du message de 512 bits, on va avoir d'abord un vecteur d'initialisation. Donc, au départ, on a au tout départ, le premier vecteur d'initialisation. On va voir ensuite A, B, C, D qui vont être pris du vecteur d'initialisation. Au début, A, B, C, D, c'est les valeurs qu'on vous a données ici, pour la première ronde. Ensuite, pour chaque sous-bloc du message, on va avoir 16 itérations avec les différents A, B, C, D. Et une fois qu'on aura fini pour le dernier sous-bloc, on va avoir, encore une fois, le vecteur d'initialisation, XOR, le résultat qui est là, et on aura une première empreinte de 128 bits qui va être le vecteur d'initialisation pour le bloc de message suivant. Donc, si le message ne fait que 512 bits, on s'arrête là. Si le message fait, par exemple, 512 bits, 1024 bits, on aurait deux blocs. Et bien, cette empreinte qui serait une empreinte intermédiaire va devenir le vecteur d'initialisation pour le deuxième bloc. Et on continue le travail pour le deuxième bloc jusqu'à arriver à ce résultat-là qui va être le H puisqu'on n'a que 2 blocs. Si on devait représenter un tour, donc ici on a 16 itérations, 16 tours chaque fois. Dans un tour de MD5, qu'est-ce qu'on va avoir? On a les variables A, B, C, D. Alors, D, à la fin du tour, va être égal à C du tour précédent, du début du tour. C va être égal à B du début du tour. Et A va être égal à D du début du tour. Maintenant, la seule variable qui va être différente, c'est la variable B, sur lesquelles on va appliquer d'autres fonctions. C'est la variable B, où on aura f de BCD. Rappelez-vous, ici, alors, ça peut être f de BCD, mais ça peut être aussi une des autres fonctions non linéaires. Ici, on a pris f pour dire fonction, mais en réalité, ça peut être n'importe laquelle de ces fonctions qui va être utilisée. Donc, f de BCD plus A. Au résultat, on va lui rajouter MI, donc le bloc I du message. Au résultat, le sous-bloc, on va lui rajouter KI, une sous-clé. Ensuite, on va faire un décalage vers la gauche. Le nombre de bits de décalage va dépendre du numéro de tour. Ensuite, on va rajouter le résultat.
on va lui rajouter B, et c'est là qu'on a, c'est le résultat de cette dernière opération qui va être dans B à la fin de ce tour. Donc, l'utilisation de cette fonction de hachage dans les signatures numériques peut conduire à de multiples scénarios d'attaque et n'est plus considérée comme un composant fiable de l'infrastructure à clé publique. En fait, il faut savoir une chose, pourquoi je dis ça. J'ai oublié de vous dire quelque chose auparavant, c'est que la fonction MD5, et il a été prouvé qu'on arrive à créer, on peut créer des collisions lors de l'utilisation de cette fonction. D'où, quand on parle de quelque chose où il est important, donc, comme dans la signature numérique, on va éviter d'utiliser le MD5. On ne l'utilisera pas. Donc, cependant, si on veut calculer l'intégrité d'un fichier, donc par exemple, on peut utiliser les fonctions de hachage. Donc, les fonctions de hachage peuvent être utilisées de différentes manières. Soit pour calculer l'intégrité d'un fichier, par exemple, je vais dire, j'ai un fichier, je veux le partager sur Internet, et en même temps, comme je sais que le téléchargement, il peut y avoir des erreurs lors du téléchargement ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi publier le résultat de la fonction de hachage de ce fichier, généralement MD5. Et donc, c'est ce qu'on appelle le hash du fichier. Et quand on va finir de télécharger le fichier, je vais pouvoir calculer le hash du fichier chez moi et je vais vérifier le résultat de la fonction de hachage MD5 pour ce fichier avec ce qui a été donné par la personne ou l'entité qui a partagé le fichier. Et si c'est les mêmes, eh ben je suis sûre comme quoi, de l'intégrité du fichier ou du message. C'est des choses que vous trouvez souvent quand vous faites, par exemple, du téléchargement peer-to-peer, torrent, etc. Vous allez trouver en même temps que le fichier, le lien du fichier, vous allez aussi pouvoir trouver, par exemple, le hash du fichier qui va vous permettre de vérifier ensuite est-ce que, une fois que vous avez téléchargé le fichier, est-ce que est-ce que l'intégrité est bonne ou pas. Donc, il y a d'autres fonctions de hachage qui ont été créées, comme SHA. SHA pour Secure Hash Algorithm. Alors, SHA1, c'était l'un des premiers, mais ensuite, il y a eu SHA, puis il y a eu SHA1, puis il y a eu d'autres améliorations, comme SHA 256 et SHA 512. Donc, SHA a été conçu par la NSA et normalisé par le NIST, qui sont deux organismes américains. La NSA, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le NIST, c'est un organisme de standardisation. La première version a été nommée SHA et contenait une faille. Le NSA l'a trouvée et a développé une correction que le NIST a publiée sous la forme d'une version améliorée qui s'est appelée SHA1. Donc, SHA1 est une fonction de hachage de 160 bits qui est basée sur MD4. Alors, MD4 était la version sur la... C'est aussi un algorithme C'était un algorithme de hachage et c'est l'algorithme de hachage sur lequel le MD5 s'est basé aussi. Donc, c'est pour cela, comme ils ont une origine commune, SHA1 et MD5, les deux ont plusieurs caractéristiques qu'ils partagent. Mais il faut savoir aussi que SHA1 est 2 à 3 fois plus lent que MD5. Donc, SHA1 a un état de 160 bits qui se compose de 5 mots de 32 bits. Donc, MD5, c'est 4 mots de 32 bits. SHA1, c'est 5 mots de 32 bits. Et elle comprend 4 étapes qui combinent des opérations élémentaires de 32 bits. Au lieu de traiter chaque bloc de message 4 fois, SHA1 emploie une récurrence linéaire pour étirer les 16 mots d'un bloc de message pour obtenir les 80 mots dont elle a besoin. Donc, pour rappel, elle prend un bloc de taille
112 bits. Elle le partage en 16 blocs. Ensuite, avant de le qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va étirer les 16 mots pour avoir 80 mots. Et donc, si dans MD5, chaque bit du message est utilisé 4 fois dans la fonction de mélange, dans SHA1, la récurrence linéaire va garantir que la fonction de mélange est appliquée à chaque bit du message au moins une dizaine de fois. Le seul changement entre le SHA et le SHA1, c'est l'addition d'une rotation de 1 bit à la récurrence linéaire dont on vient de parler. Donc, le problème principal de SHA1 est la taille du résultat, 160 bits. Donc, l'attaque générique des anniversaires va permettre de trouver des collisions en 2 à la puissance 80 opérations. Et depuis 2005, il y a une attaque théorique qui est connue, qui permet de le faire en 2 à la puissance 63 opérations. Bref, si on reprend les caractéristiques de SHA1 comme étant globalement, on va avoir la taille du message est maximum de 2 à la puissance 64 bits au max. La taille des blocs va être de 512 bits. La taille des mots est de 32 bits. Et la taille du hash, donc du résultat, est de 160 bits. Tandis que le niveau de sécurité, en d'autres termes, combien d'opérations il faut pour pouvoir trouver une collision, est de 2 à la puissance 63 opérations. Donc, on va voir maintenant un tour de la fonction de compression de SHA1 pour pouvoir avoir une idée un peu plus détaillée de comment il fonctionne. Donc, je vous ai dit, il va avoir 5 mots de 32 bits. A, B, C, D et E. Le signe qui est ici, celui-là, c'est pour dire une rotation vers la gauche de n bits. La fonction f est une fonction non linéaire sur le corps f2 des booléens. Donc, on va avoir finalement un peu comme les fonctions qu'on a vues tout à l'heure pour MD5, qui va dépendre du numéro de tour T. Donc, la fonction f va dépendre de dans quel tour nous sommes. Tout comme pour MD5, on avait, selon le numéro de tour, on va utiliser une fonction différente. Le plus ici est une addition modulo 2 à la puissance 32, qui est non linéaire sur F2. Et KT est une constante de 32 bits qui dépend du numéro de tour. WT est un mot de 32 bits qui dépend aussi du numéro de tour. Il est obtenu par une procédure d'expansion à partir du bloc de données de 512 bits dont le traitement est en cours. Donc, c'est l'un des sous-blocs, l'un des 80 sous-blocs qui a été créé à partir du bloc de 512 bits. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout à l'heure, on a E va être directement égal à D précédent. D va recevoir C précédent. Par contre, le C va recevoir le B précédent, mais avec une rotation vers la gauche d'un certain nombre de bits. Et B va recevoir A précédent, tandis que A va être le résultat de... Alors, E plus F de BCD. Dans le résultat, on va lui rajouter le résultat de la rotation vers la gauche de A avec un certain nombre de bits. Au résultat, on va lui rajouter le mot le WT. Et au résultat, on va lui rajouter la constante KT. Et c'est le résultat de tout ça qui va être dans A. Ça, c'est un tour. Selon Esch, on a plusieurs tours pour chaque bloc
de 512 bits. Donc, on a fini avec les fonctions de hachage. Et on va passer à la signature numérique. Alors, juste un instant. J'ai envie de vérifier quelque chose. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux fonctions de hachage? OK. Si vous n'avez pas de questions, on continue. Il faut savoir que le chapitre 9, c'est le chapitre où on va parler de la signature numérique, des infrastructures à clé publique et des certificats, etc. Donc, ok. Pardon, je viens de voir qu'il y a une question. Madame, c'est quoi l'attaque générique des anniversaires dans SHA? Alors, l'attaque des anniversaires, déjà, c'est quoi? Il faut savoir que je vais vous poser une question. Imaginez que vous soyez dans une pièce avec des personnes à l'intérieur de cette pièce. Combien faudrait-il de personnes pour que vous trouviez au moins 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire? Pas la même année, mais le même jour d'anniversaire. Par exemple, que vous trouviez 2 personnes qui soient nées, on est quel jour aujourd'hui, qui soient nées le 23 avril. Quel est, à votre avis, quel serait le nombre de personnes nécessaires pour que vous ayez 50% de chance de trouver 2 personnes qui soient nées le même jour? C'est une question statistique. Plus de 10. Oui, c'est plus de 10. Pour être plus exact, alors si je me rappelle bien, il faut juste que je me rappelle un instant des chiffres. Je n'ai pas envie de vous donner les faux chiffres. Normalement, je pense que c'est 25. Normalement, c'est 25. Yes. Alors, c'est 23. Donc, pour avoir plus de 50% de chance d'avoir 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire, on a 23 personnes dans la pièce. Si on veut avoir 90% de chance d'avoir 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire, on a besoin d'au moins 40 personnes, enfin un peu plus de 40 personnes dans la pièce. À partir de 50 personnes dans la pièce, on a 97% de chance d'avoir 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire. À partir de 70 personnes dans la même pièce, on a 99,9% d'avoir 2 personnes au moins qui ont la même date d'anniversaire. Donc, on utilise ce principe-là pour considérer les collisions. Donc, les collisions, ce serait quoi? Pour l'anniversaire, c'est 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire. Pour une fonction de hachage, c'est 2 messages qui ont le même résultat de hash. Et donc, on a ce qu'on appelle une collision. Voilà. C'est quoi l'histoire de l'attaque des anniversaires?
Donc, le chapitre 9, c'est le dernier chapitre qu'on va voir ensemble dans ce cours. Je vous en prie. Quand on finira ce chapitre, vous n'aurez plus rien, vous n'aurez plus de cours. Vous aurez encore les TD, donc on finit d'abord les TD quand même. Mais d'un point de vue cours, on finit ce chapitre et on arrête le cours et vous serez libre pour le cours. Vous serez pas encore, quand on finit le TD, vous serez aussi, vous serez libre pour le TD. Les séances de TD seront libres. Mais je ne compte pas faire d'autres séances de cours une fois qu'on aura fini ce chapitre. Le chapitre ikhlas ou les ikhlas ma. Voilà. Donc, normalement, il faudra compter peut-être 2 séances ou 3 séances pour finir ce chapitre. Probablement 2. À peu près. Donc, on a presque terminé le module. Presque. Donc, une signature, comme vous avez l'habitude de le faire, donc une signature, quand vous signez avec un stylo, etc., a pour but principal d'authentifier l'identité de l'auteur d'un message. Et il va donner en général une preuve de l'intégrité du message. Les signatures numériques sont des données ajoutées à une unité de données ou transformation cryptographique d'une unité de données qui va permettre au destinataire de prouver la source et l'intégrité de l'unité de données et protégeant contre la contrefaçon. Donc, le destinataire va pouvoir vérifier comme quoi le message qui a été envoyé a bien été envoyé par la personne qu'il pense qui devait envoyer le message. La plupart des algorithmes de signature vont utiliser la cryptographie à clé publique, donc la cryptographie asymétrique. Sur le plan conceptuel, la façon la plus simple de signer un message consiste à chiffrer celui-ci à l'aide d'une clé privée. Donc, seul celui qui possède la clé privée est capable de générer la signature, mais toute personne qui possède la clé publique va pouvoir vérifier la signature. Donc, dans la pratique, cette méthode est peu utilisée parce qu'elle est lente. Imaginez si vous deviez chiffrer le message avec la clé privée, des messages de grande taille avec une clé privée, juste pour que ensuite quelqu'un puisse vérifier comme quoi vous êtes bien l'émetteur du message, sachant que en faisant cela, votre message qui est signé n'est pas confidentiel, puisque tout le monde peut avoir votre clé publique, et donc tout le monde peut utiliser la fonction de déchiffrement pour vérifier la signature. Et donc, vous tomberez sur un message clair. Donc, cette pratique est presque pas jamais utilisée parce qu'elle est super lente. Une autre méthode utilisée pour signer va consister à calculer. Finalement, on va calculer l'empreinte du message et ensuite, on va signer cette empreinte. Donc, on va utiliser la fonction de chiffrement avec la clé privée sur l'empreinte et non pas sur le message entier. Ça veut dire que, au lieu de faire le calcul sur, imaginez que vous ayez un message de 2 mégaoctets, on va dire. Donc, au lieu d'appliquer la fonction de chiffrement asymétrique sur un message de 2 mégaoctets avec la clé privée, je vais calculer l'empreinte, le hash de ce message, qui généralement le calcul d'empreinte est une application ou par application d'une fonction de hachage est très rapide. On va aussi avoir en résultat le hash qui va être, selon la fonction de hachage qui est utilisée, entre 128 bits et 512 bits. Et ensuite, sur ce hash, qui a une taille entre 128 bits et 512 bits, on va lui appliquer la fonction de chiffrement asymétrique plus la clé avec la clé privée.
Donc, ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus rapide que la manière précédente. Maintenant, la signature numérique à l'aide d'un cryptosystème à clé secrète, et on a aussi d'autres protocoles de signature numérique. On va avoir certains, des protocoles de signature numérique, et on va les voir par ordre de qu'est-ce qui est sorti en premier, grosso modo, historiquement. Le premier protocole, c'est la signature numérique à l'aide d'un cryptosystème à clé secrète et d'un arbitre. Donc, ce protocole va utiliser un cryptosystème à clé secrète, donc un cryptosystème symétrique, c'est-à-dire que les deux correspondants A et B utilisent la même clé pour signer un message, et on va utiliser un arbitre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? A va chiffrer son message par la clé secrète, KA, et envoie le résultat à l'arbitre. L'arbitre va déchiffrer le message avec la clé KA et assemble un texte chiffré avec un avis, preuve qu'il a reçu un message de A, puis il envoie le tout, donc le message plus l'avis, chiffré avec la clé secrète KB. Et ensuite, B va déchiffrer le message grâce à la clé secrète qu'il partage avec l'arbitre. Et il est sûr que le message provient effectivement de A grâce à l'arbitre